Il y a des vies qu'on croise sans jamais les voir vraiment, des visages qu'on oublie dès qu'ils disparaissent dans la foule, des existences si discrètes qu'elles semblent se dérouler derrière une vitre embuée. Et pourtant, ce sont souvent celles-là qui cachent les histoires les plus bouleversantes. Ce matin-là, dans une petite ville que personne ne cite jamais, une femme sortait de chez elle comme tous les jours. Sa démarche était calme, mesurée, presque silencieuse, comme si elle craignait de déranger le monde. Le bruit de ses pas se confondait avec celui des volets qu'on ouvre, des moteurs qui démarrent, des vies ordinaires qui recommencent. Rien, absolument rien, ne la distinguait des autres. Et pourtant, quelque chose, dans sa manière de respirer, semblait sur le point de changer. Elle traversa la place principale, la tête légèrement inclinée, un foulard serré autour du cou. Les commerçants la saluaient d'un geste distrait, habitués à sa présence fantôme. Dans la boulangerie, l'odeur du pain chaud et du café frais lui rappela que le monde continuait de tourner, même quand on n'y croit plus. Elle murmura un bonjour timide, prit son pain, puis sortit. Une scène d'une banalité parfaite, comme un décor qu'on ne regarde plus. Mais si quelqu'un avait prêté attention à ses yeux, il aurait vu ce qu'elle tentait de cacher. Cette lueur fragile de ceux qui savent que leur vie vient de basculer sans prévenir. Depuis quelques semaines, des détails infimes s'étaient mis à la troubler. Des coïncidences trop précises, des voix entendues dans la rue qui semblaient répéter son nom, une sensation étrange d'être suivie sans qu'aucun pas ne résonne derrière elle. Elle mettait ça sur le compte de la fatigue, du travail, du manque de sommeil. Pourtant, chaque jour, un malaise grandissait, diffus, insistant. La nuit, elle rêvait d'endroits qu'elle n'avait jamais visités, de visages qu'elle reconnaissait sans pouvoir les nommer. Elle se réveillait le cœur battant, avec l'impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel, quelque chose d'elle-même. Le soir, assise sur le bord de son lit, elle fixait un mur blanc, immobile, comme si elle attendait que le silence lui réponde. Les gens pensaient qu'elle vivait seule, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Dans son appartement, il y avait cette présence subtile, invisible, qui semblait l'observer. Pas un fantôme, pas une peur, mais un écho, celui d'une vie parallèle, d'une histoire inachevée. Parfois, elle croyait entendre un souffle près de son oreille, un murmure qui disait son prénom autrement, avec une tendresse qu'elle ne se rappelait pas avoir connue. Alors, elle fermait les yeux et se laissait envahir par cette étrangeté douce amère, à mi-chemin entre la mélancolie et la révélation. Un matin, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une feuille soigneusement pliée, presque parfumée. 3 phrases seulement, tracées à l'encre bleue. « Ce que tu cherches n'est pas perdu. C'est toi qui t'es éloigné. » Aucune signature. Elle resta figée. Son cœur fit un bond violent, puis se calma dans un rythme irrégulier. Elle lut encore et encore ces mots, jusqu'à ce qu'ils se gravent dans son esprit. Était-ce une plaisanterie, une erreur, ou pire, une vérité qu'elle refusait de voir? Ce message ne lui était peut-être pas destiné, et pourtant, il semblait écrit pour elle seule. À partir de ce jour, tout changea subtilement. Les couleurs de la ville paraissaient plus nettes, les sons plus précis, les regards plus insistants. Elle se mit à observer les gens avec une curiosité nouvelle, à chercher dans chaque visage une réponse, une trace. Et plus elle observait, plus elle sentait que quelque chose, ou quelqu'un, l'attendait quelque part. Elle commença à noter les détails dans un carnet, l'heure exacte où le vent changeait de direction, la chanson qui passait à la radio au moment où elle recevait la lettre, la date inscrite sur le reçu du pain, comme si dans ces petites coïncidences se cachait une carte invisible capable de lui indiquer où aller. Certains soirs, en marchant le long du canal, elle apercevait son reflet dans l'eau. Il lui semblait différent, pas seulement plus vieux ou plus fatigué, non autre. Comme si le visage qu'elle voyait appartenait à une autre version d'elle-même, restée quelque part dans le passé, figée à l'endroit précis où sa vie avait pris un détour qu'elle n'avait pas remarqué. Elle commença à se demander si ce n'était pas elle qui observait son propre fantôme, et non l'inverse. Cette idée la troubla, mais la fascinait aussi. Il y a dans la peur une forme de vérité qu'on ne veut pas admettre. Un soir, la pluie tomba fort. Elle resta debout à la fenêtre, observant les gouttes tracer des chemins sur la vitre. Au milieu du vacarme, elle crut entendre une voix. Pas dans sa tête, non, dans la rue, juste en bas. Une voix familière qui prononçait son prénom. Elle se pencha, mais il n'y avait personne. Seulement la lumière des lampadaires et le reflet mouvant de son propre visage. Elle posa la main contre la vitre, sentant le froid du verre, la brûlure du souvenir.
Peut-être devenait-elle folle. Peut-être venait-elle simplement d'ouvrir la porte d'un passé qu'elle avait juré de ne jamais rouvrir. Elle retourna s'asseoir, la lettre dans les mains. Les mots prenaient un autre sens maintenant. Et si quelqu'un essayait réellement de lui dire quelque chose? Si ce message était la première pièce d'un puzzle qu'elle avait oublié d'assembler? L'idée l'effrayait autant qu'elle l'attirait. La peur est une forme de reconnaissance. On a peur seulement de ce qu'on comprend un peu trop bien. Elle ferma les yeux, et dans le noir, une image apparut. Un visage flou, une main tendue, une lumière chaude au bout d'un couloir. Son cœur accéléra. Elle sut, sans savoir comment, que cette vision n'était pas un rêve. C'était un souvenir, un fragment d'une autre vie. Et il venait de revenir. Il y a des vies qui semblent banales, sans éclat, mais qui portent en elles des révolutions silencieuses. Celle-ci venait de commencer. Et vous, croyez-vous qu'un simple détail puisse renverser tout un destin? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. La nuit suivante, elle ne dormit pas. Le bruit de la pluie sur le toit semblait raconter quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, une histoire qu'elle avait oubliée, mais qui la cherchait. Sur sa table de chevet, la lettre restait ouverte comme une respiration dans la pièce. Les mots dansaient à la lueur faible de la lampe. Ce que tu cherches n'est pas perdu. C'est toi qui t'es éloigné. Elle les relisait sans cesse, espérant qu'à force de les contempler, un sens nouveau apparaîtrait. Il n'en fut rien. Et pourtant, quelque chose en elle se déplaçait, comme si ces phrases avaient ouvert une porte minuscule entre deux mondes, celui qu'elle habitait et celui qu'elle avait fui sans même s'en rendre compte. Tantôt, petit matin, elle sortit marcher. La ville, encore endormie, baignait dans une brume douce presque irréelle. Le bitume humide reflétait la lumière des réverbères, donnant l'impression qu'elle marchait au-dessus d'un miroir. Le silence était dense, habité seulement par le son régulier de ses pas et le battement tranquille de son cœur. Elle se surprit à écouter sa propre respiration, à la suivre comme on suit un fil invisible. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Sur le banc, près du canal, à l'endroit exact où elle aimait s'asseoir, quelqu'un avait laissé un objet, une petite boîte en fer, usée, sans inscription. Elle s'approcha, hésita, puis la prit entre ses mains. Le métal était froid, mais pas tout à fait, comme s'il gardait encore la chaleur d'une autre main. De retour chez elle, elle posa la boîte sur la table. Elle resta un long moment à la regarder sans oser l'ouvrir. Elle craignait ce qu'elle pourrait contenir, autant qu'elle craignait de n'y trouver rien. Quand elle se décida enfin, le couvercle s'ouvrit dans un petit grincement fragile. À l'intérieur, une photo, un cliché ancien, au bord légèrement brûlé. On y voyait une femme de dos devant une fenêtre ouverte. Son corps paraissait figé dans une attente muette, comme si elle écoutait quelque chose venant de l'extérieur. La lumière sur ses cheveux dorait la scène, donnant à l'image un air suspendu entre rêve et réalité. Ce qui troubla la protagoniste, ce ne fut pas la beauté de la photo, mais le détail presque imperceptible. Sur le rebord de la fenêtre, une tasse ébréchée, la même que celle qu'elle utilisait chaque matin. Elle sentit une vibration légère dans son ventre. Pas de peur, pas de joie, une intuition pure, brutale. Cette photo venait d'un endroit qu'elle connaissait, un endroit qu'elle avait peut-être voulu oublier. Elle retourna la photo. Au dos, une inscription à peine lisible, écrite à la main. « Souviens-toi du 22. 22 quoi? 22 décembre. 22 ans. 22 heures. » Le mystère était total, mais ce mot « souviens-toi » vibrait en elle comme une injonction. Son cerveau commença à chercher, fouillant dans les couloirs de sa mémoire. Ce chiffre, 22, résonnait, mais sans ancrage, comme une note isolée d'une mélodie perdue. Les jours qui suivirent, son esprit se transforma en champ de fouilles. Elle scrutait chaque détail du passé, des journaux, de vieilles cartes postales, des boîtes à chaussures pleines de souvenirs poussiéreux. Elle retrouva des photos d'école, des lettres de famille, des factures anciennes, rien qui parle du 22. Et puis, un soir, alors qu'elle feuilletait un carnet oublié dans un tiroir, une page glissa. Elle portait une date, 22 septembre. Le carnet n'était pas à elle, du moins c'est ce qu'elle croyait. L'écriture, pourtant, ressemblait étrangement à la sienne. La même inclinaison, la même façon de tracer les lettres arrondies. Elle eut un frisson. Sur cette page, quelques mots griffonnés. Ne pas revenir. Jamais. Son cœur se serra, comme si une main invisible enserrait sa poitrine. Que voulait-elle dire ce « ne pas revenir » ? Revenir d'où? Et pourquoi semblait-elle s'avertir elle-même? Elle relut la phrase plusieurs fois, jusqu'à sentir un vertige la prendre. Elle reposa le carnet, recula, s'assit, tremblante,
Une idée folle s'imposa. Et si ce message venait d'elle, mais d'une autre version d'elle-même, celle d'avant le silence, avant l'oubli? Elle tenta de se souvenir du 22 septembre. Rien. Un vide absolu. Pas de souvenir, pas d'émotion. Comme si cette journée avait été effacée, dissoute. Le lendemain, elle se rendit dans un lieu qu'elle n'avait pas visité depuis des années, la bibliothèque municipale. Elle espérait que la mémoire des objets l'aiderait à rallumer la sienne. L'odeur des livres anciens, le craquement du parquet, tout semblait appartenir à une autre époque. Elle marcha entre les rayonnages, effleurant du bout des doigts les couvertures poussiéreuses, comme si elle cherchait un contact vivant. Et puis, soudain, son regard s'arrêta sur un détail insignifiant, un marque-page oublié dans un roman. Sur ce bout de papier jauni, une date, 2209, et une phrase soulignée au crayon. Certains souvenirs refusent de mourir, même lorsqu'on les enterre sous le silence. Son souffle se coupa. Ce livre, elle l'avait lu autrefois. Elle s'en souvenait maintenant. Le 22 septembre, elle était venue ici, ce jour-là. Quelqu'un l'attendait dehors. Une dispute, des mots durs, des promesses brisées, puis le bruit d'une portière qui claque, la pluie qui commence, et elle qui s'enfuit. Oui, elle s'enfuit. Mais de quoi? De qui? L'image était floue, mais le sentiment, lui, restait intact. La honte, la colère, et cette douleur sourde qui lui avait fermé le cœur. Elle s'était jurée de ne jamais revenir sur cette histoire. Elle comprenait enfin le sens de cette phrase écrite de sa propre main. Mais alors, qui avait laissé la photo? Qui voulait qu'elle se souvienne? Et pourquoi maintenant? Ces questions tournaient dans sa tête, obsédantes, presque douloureuses. Il y avait forcément quelqu'un derrière tout ça. Quelqu'un qui savait. Elle ferma le livre, le serra contre elle comme un talisman. La pluie recommença dehors, plus forte que jamais, battant les vitres comme un rappel. Et dans ce bruit régulier, elle crut entendre à nouveau la voix, celle qui prononçait son prénom avec une douceur étrangère. Cette fois, elle ne se pencha pas à la fenêtre. Elle se leva, parce qu'elle venait de comprendre que le passé, parfois, ne cherche pas à vous hanter. Il cherche à vous ramener là où tout s'est arrêté. Mais où, exactement? Et surtout, qui l'attendait encore derrière cette date qu'elle avait voulu effacer? Elle prit le parti de ne plus reculer. Les vérités n'arrivent pas en bloc. Elles se fraient un passage par des fissures, une odeur, une date, un objet déplacé. Elle rassembla la photo, la boîte, en fer. La lettre glissa le tout dans un sac de toile et sortit comme on entre dans une eau froide, en retenant d'abord son souffle, puis en le laissant revenir, plus net. Le ciel gardait encore la couleur lavée des lendemains de pluie. La chaussée, luisante, renvoyait une lumière claire qui ne supporte pas le mensonge. Elle marcha droit vers le canal, là où la boîte avait été posée, cherchant un signe qu'elle n'aurait pas vu la première fois. Les bancs étaient vides, mais au bout de la rangée d'arbres, un homme rangeait un trépied, essuyant une lentille avec un soin presque religieux. Il leva les yeux, la salua sans insistance. C'était un photographe, ou quelqu'un qui savait regarder. « Vous avez perdu quelque chose ?» demanda-t-il simplement, comme on offre une main sans la poser. Elle faillit répondre non, puis la vérité la rattrapa par la manche. « La mémoire, dit-elle, avant de sourire d'elle-même. Il ne rit pas. « Alors vous êtes au bon endroit. La ville garde des doubles de tout ce qu'on oublie. » Il montra le banc, puis la rambarde où la peinture s'écaillait en fine peau. « Je photographie ici depuis des années. Je collectionne les dates, pas les visages. » Elle sortit la photo au bord brûlé. « Avez-vous déjà vu cette fenêtre ?» Il prit le cliché délicatement, comme on reçoit une coupe fragile. Il plissa les yeux, inclina la tête. « Oui, dit-il après un silence. Mais pas ici, au bout de la rue des Orfèvres, derrière le vieux café qui a changé. De nom. La tasse ébréchée sur le rebord, on a refait la façade, pas la tasse. Une précision de ce genre ne s'invente pas. Le 22 prenait un contour. Elle le remercia, repartit aussitôt, portée par ce mélange d'urgence et de calme qui accompagne les décisions justes. Rue des Orfèvres, la ville perdait ses angles. Les enseignes lavées par le temps masquaient à peine d'anciennes lettres qui affleuraient sous la peinture. Le café avait effectivement un nom neuf, trop brillant pour ses pierres anciennes. Elle contourna l'angle, atteignit la cour intérieure et là, au premier étage, une fenêtre à battants peints de vert. Sur le rebord, la tasse, la même cassure, la même cicatrice de porcelaine blanche remontant vers le bord. Elle resta un instant immobile, sentant l'étrange accord du monde quand les pièces s'ajustent sans bruit. Une sensation presque coupable d'être au bon endroit. Il fallait monter. Une porte cochère entr'ouverte livrait une odeur d'escalier. Cire ancienne. Courrier humide.
laine séchée. Elle posa la main sur la rampe. Le bois avait cette température tiède qui garde la mémoire des paumes. Au premier palier, une sonnette de cuivre. Elle hésita. À travers la porte, aucun bruit de voix. Juste un râle de réfrigérateur et un craquement de parquet qui travaille. Elle appuya. Le tintement ne sonna pas l'alarme, mais le souvenir. Une femme apparut, la soixantaine douce, tablier gris, regard clair. « Oui ?» L'autre chercha une phrase qui ne trahisse ni la folie ni la timidité. Elle montra la photo. « Je cherche cette fenêtre. Je crois qu'elle m'appartient. » La femme posa les yeux sur le cliché, puis sur elle, 2 fois. « Entrez », dit-elle sans curiosité déplacée. L'appartement était modeste et parfaitement tenu. La fenêtre, ouverte, laissa entrer une lumière qui habillait de clémence les objets simples. Sur le rebord, la tasse, intacte dans sa blessure. « C'était chez ma sœur », expliqua la femme. « Elle est partie il y a longtemps. Je garde les choses comme on garde sa voix. » Elle posa la main sur la tasse sans la déplacer. « Vous la connaissiez ?» Le cœur de la visiteuse eut le réflexe de mentir par prudence. La vérité décida à sa place. « Je ne sais pas. Je crois que oui. » La propriétaire inclina la tête. « Alors vous avez peut-être quelque chose à reprendre. » Elle disparut dans la pièce d'à côté, revint avec une petite boîte en carton beige, fermée d'un ruban passé. Dessus, à la mine, un mot. Souvenir. Septembre. La main trembla au moment de prendre l'objet. Les syllabes d'une date se réveillaient comme on réveille un animal que l'on aime et que l'on craint. À l'intérieur, des fragments de papier, une carte postale sans timbre, un ticket de cinéma et un demi-feuillet déchiré couvert d'une écriture familière. Pas la sienne. Et pourtant, ce tracé courbe, cette façon de boucler les œufs, elle l'avait suivi des yeux autrefois, très près. Le demi-feuillet disait « À 22 heures, sous la marquise, ne sois pas en retard. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas le droit. 22, pas un jour, 1 heure, sous la marquise. La gare. » La mémoire s'ouvrit d'un cran, trop abrupte pour ne pas faire mal. Une file de silhouettes sous la pluie, une valise trop légère, une phrase prononcée trop bas, et sa propre voix, étranglée, qui dit non en remplaçant peur par raison. Elle referma la boîte d'un geste net, comme on referme une plaie pour qu'elle cesse de saigner. La femme au tablier posa une tasse de thé sans poser de questions. Parfois, dit-elle doucement, les gens laissent des fenêtres ouvertes pour que la mémoire puisse entrer sans frapper. L'autre hocha, incapable d'inventer un remerciement assez grand. « Elle s'appelait comment ?» demanda-t-elle enfin. « Ma sœur ?» La femme sourit, une moitié de sourire qui protège l'autre. Elle donna le prénom. Il alluma quelque chose en elle, un filament incandescent. Ce prénom avait été prononcé autrefois si près de son oreille qu'il en avait pris la forme. Il y avait dans cette pièce plus que des traces, un fil tendu entre 2 temps. En redescendant l'escalier, elle sut qu'il fallait aller à la gare. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, où le temps refermerait sa bouche. La grande verrière jetait une lumière blanche sur le carrelage mouillé. Les annonces s'égrenaient avec cette neutralité de voix qui n'appartient à personne. Sous la marquise, les gouttes formaient un rideau mince. Elle s'arrêta à Saint-Issan, l'endroit exact où la mémoire lui indiquait la place. Son corps, avant sa pensée, reconnut le sol. Elle leva les yeux. À la gauche du panneau, un photomaton. À l'intérieur, scotché à la vitre intérieure, une bande de 4 portraits en noir et blanc, un peu gondolés. Dans le dernier, une silhouette tournée de 3/4, ses traits devinés à travers le grain. C'était elle, plus jeune. Et à côté, un morceau de profil qu'elle aurait su dessiner les yeux fermés. À côté de l'automate, un panneau d'affichage communautaire plein de petits papiers, d'annonces de chambres à louer, de guitares perdues, de chats à retrouver. Un rectangle blanc attira son regard, punaisé en hauteur. Retracé le 22. Rencontre ouverte, souvenirs partagés, salle des pas perdus, samedi 17h. Quelqu'un donc avait pris l'habitude de ce chiffre. Quelqu'un arpentait la même carte. Elle photographia l'annonce sans réfléchir, puis s'adossa à un pilier pour reprendre souffle. Les portes, coulissantes, s'ouvrirent, laissèrent passer une bouffée d'air et un petit groupe bruyant. Dans ce bruit, une voix prononça son prénom, nettement. Elle tourna la tête. Personne ne la regardait. À ses pieds, une feuille de papier que le courant avait arrachée à une poche ou à une main. Elle la ramassa. C'était un reçu récent d'un laboratoire photo, daté d'hier à 19h. Tirage, format vintage, bord brûlé. Une adresse au bas, boutique minuscule, rue des Gravilliers. La photo qu'elle tenait au bord brûlé. Elle n'était donc pas un vestige trouvé par hasard.
Quelqu'un l'avait tirée, préparée, déposée. La sensation d'être suivie, qu'elle avait refusé d'écouter, reprit sa place mais sans menace, comme une veilleuse allumée par précaution. Elle rangea le papier, prit le premier bus qui grimpait la colline jusqu'à la boutique. À travers la vitre, la ville jouait son théâtre de fin d'après-midi, visages pressés et vitrines qui se donnent des airs de fête. La boutique sentait le papier neuf, la chimie légère et le bois. Derrière le comptoir, un homme âgé avec des mains de musicien, veines bleues et ongles nets. Il leva la tête avec la lenteur de qui voit venir quelqu'un qui l'attendait. Pour un retrait, elle posa la photo sur le comptoir. Pour une question, il regarda, hocha. Le format vintage n'est pas à la mode par accident. On l'emploie quand on veut donner au présent l'air d'un souvenir indiscutable. Elle se pencha. Qui a commandé ce tirage? Il a eu ce sourire oblique des gens qui savent se garder sans mentir. Une femme, ni jeune ni vieille. Elle a dit « Il faut que l'image tienne, si la mémoire lâche ». Elle a réglé en espèces, a laissé... Il fouilla un tiroir, en sortit une enveloppe fine. Ceci, au cas où vous viendriez. La personne saura. La personne savait ou apprendrait. Elle ouvrit. Un plan de la ville, raturé de traits au crayon gras, des cercles entourant la bibliothèque, la gare, la rue des Orfèvres. En marge, une phrase. Lévi se retrouve dans les angles morts. Dans un coin écrit autrement, comme une autre main ou la même un autre jour, un rendez-vous. Mercredi, 18h, le pont des poètes. La date, demain. L'heure suffisamment proche pour empêcher la fuite, suffisamment lointaine pour faire monter une honnêteté. Voulait-elle vraiment savoir? Elle replia la carte, la glissa contre son cœur. Le vieil homme remit la photo dans sa main sans la toucher. Certains destins aiment le noir et blanc, dit-il. On croit qu'il manque de couleurs. C'est faux. Ils attendent qu'on les développe. En sortant, le soir avait entamé sa lente conquête, appliquant sur les façades une patine de patience. Elle descendit la pente à pied, choisissant les pavés plutôt que le trottoir, parce que le bruit de ses pas la rassurait. À chaque carrefour, une même impression. L'itinéraire la précédait. Elle pensa à la phrase du panneau, « Salle des pas perdus », et sourit de l'ironie exacte. On redresse sa route dans l'endroit même où l'on consent à s'égarer. Chez elle, l'appartement sembla la respirer avec moins de distance. Sur la table, elle étala les objets comme on étale un jeu de cartes. La lettre, la photo, la boîte, la carte raturée, le reçu du labo. Elle traça du doigt un chemin invisible entre eux, une ligne fine qui passait par sa poitrine avant de rejoindre la prochaine heure. Elle exhuma d'un tiroir le carnet où elle notait désormais, non les peurs, mais les preuves. À la page du jour, elle écrivit en toutes lettres « Allez demain au pont des poètes. Ne pas laisser la honte nommer la prudence. Se souvenir, 22 n'est pas seulement une date, c'est une heure, une adresse. » Elle releva la tête. Le miroir du couloir renvoya un visage qu'elle avait trop longtemps regardé sans le voir. Cette fois, un détail neuf. Dans le regard, une décision qui ne cherchait plus de témoins. La nuit fut courte, mais calme. Au petit matin, la ville l'accueillit avec une lumière de papier. Elle marcha jusqu'au pont trop tôt, pour apprivoiser l'endroit avant l'heure. Les parapets portaient des graffitis timides, des initiales ciselées au couteau, des dates bêtement immortelles. Elle posa la paume sur la pierre. Le froid remonta jusqu'au coude, vif et sobre. Sous le pont, l'eau avalait lentement des feuilles mortes. Elle resta là longtemps, à écouter ce bruit de gorge qu'ont les rivières quand elles disent ce qu'elles savent. Un couple passa, des joggeurs, un homme au journal, une femme au chien qui tirait sur sa laisse. Tous ces mondes qui ne se croisent pas et qui pourtant partagent le même climat. Elle imagina l'heure dite, l'ombre de quelqu'un s'approchant du bord, une silhouette qu'elle reconnaîtrait avant de la voir. À midi, elle était rentrée, repartie, revenue, incapable de rester plus d'une heure loin de ce trait de pierre qui, désormais, aimantait sa journée. Elle se força à manger, avala un café trop fort, relut la lettre. « Ce que tu cherches n'est pas perdu. » Oui, ce n'était pas perdu. C'était là, dans les angles morts, dans les ponts où l'on revient quand on a commencé à tenir ses pas. À 17h40, elle reprit la route, le sac léger, les mains froides et le cœur en place. Le ciel avait pris cette teinte d'étain qui précède les soirs clairs. Elle atteignit le pont à l'avance, choisit un emplacement précis, ni trop près du parapet, ni au centre, là où l'on gêne, et attendit. Le monde, fidèle à ses habitudes, continua sans elle. Elle, fidèle à sa décision, resta. À 18h-2, un souffle de vent plus frais souleva un pan de son manteau. À 18h, un carillon discret sonna quelque part derrière les toits.
Et au tout début de la minute suivante, du côté opposé du pont, une silhouette s'immobilisa. Pas celle que le cœur nomme par réflexe. Une autre, quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à voir et qui, pourtant, portait dans son allonge, sa façon de tenir la tête, une ressemblance avec ce qu'elle avait aimé et perdu. La silhouette leva la main. Un salut ou un signal. Elle sentit dans le sac la photo et la lettre bouger un peu comme on bouge au théâtre avant l'entrée en scène. La personne fit quelques pas, suffisamment pour que la lumière lui rende un visage. Et ce visage, bien qu'inconnu, portait une évidence. Il savait des choses qu'elle ignorait encore et qu'elle avait peur d'apprendre. La source de la photo, la raison du 22, le « pourquoi maintenant ?» La bouche de la visiteuse chercha un mot et trouva seulement l'air. Le pont, le fleuve, la ville se turent d'un silence parfait, celui que la vie cède aux phrases qui s'apprêtent à réécrire une biographie. La silhouette s'arrêta à 2 pas, glissa une main dans sa poche et ressortit un objet si simple qu'il en devenait renversant. Une clé plate, percée d'un ruban décoloré. « Je crois qu'elle est à vous, » dit-elle. La clé brillait d'un éclat mat sous la lumière du soir, simple, presque banale, et pourtant chargée d'un poids invisible. Elle la prit avec prudence comme si le métal risquait de se dissoudre au contact de sa peau. Le ruban, effiloché, sentait le vieux lin et la poussière des tiroirs qu'on n'ouvre plus. Elle leva les yeux vers la silhouette qui la lui avait tendue. Le visage demeurait calme, presque impassible, mais ses yeux semblaient reconnaître avant même de comprendre. « Pourquoi me la donner ?» demanda-t-elle enfin, la voix un peu cassée. La réponse arriva, courte, parce qu'elle ouvre quelque chose que vous avez laissé derrière. Rien d'autre, pas d'explication, pas de détour. Elle resta là, le cœur battant, pendant que l'inconnu s'éloignait sur le pont, ses pas avalés par le bruit du vent. Dans sa main, la clé devenait tiède comme vivante. Elle la regarda longtemps, puis la rangea dans sa poche. Son esprit refusait de combler les vides, mais son corps, lui, savait déjà. Ce n'était pas un hasard. Le monde ne répète pas les mêmes chiffres sans raison. Le 22, la photo, la lettre, la boîte, tout pointait vers un même centre, un endroit ou un moment qu'elle avait soigneusement enterré. Elle rentra chez elle d'un pas lent, comme si chaque pavé pesait une décision. Dans l'appartement, la lumière du lampadaire projetait des ombres mouvantes sur les murs, dessinant des formes qu'elle aurait juré reconnaître. Elle posa la clé sur la table, à côté de la boîte en fer et de la photo. L'alignement des 3 objets formait un triangle parfait, troublant, presque géométrique dans sa logique. Elle sentit un frisson lui remonter la nuque. La vérité a cette manie étrange. Elle se présente d'abord sous forme d'ordre, puis elle détruit tout. Elle prit le carnet où elle notait ses découvertes et ajouta une nouvelle phrase, « Ne pas oublier ce que j'ai refusé de savoir ». Puis, elle alluma une lampe, sortit une carte de la ville et chercha, presque instinctivement, un lieu qu'elle n'avait pas encore relié aux autres. Son doigt s'arrêta sur un nom, Impasse Saint-Rémy. Une ruelle minuscule, à l'écart, presque invisible sur la carte, un endroit qu'elle connaissait sans savoir pourquoi. Le mot « impasse » résonnait étrangement, un cul-de-sac, ou peut-être une porte. Elle eut la sensation nette que la clé dans sa poche vibrait légèrement. La nuit était déjà avancée lorsqu'elle décida de partir. La ville dormait à moitié, mais ces rues gardaient cette tension subtile des lieux où quelque chose s'apprête à se produire. Sous les lampadaires, l'air semblait plus épais, chargé de ce silence rare qu'on n'entend que lorsqu'on marche vers soi-même. En arrivant à l'impasse Saint-Rémy, elle comprit pourquoi le nom lui semblait familier. Les murs, couverts de lierre, la pierre claire, la grille en fer forgé, tout avait un parfum de déjà-vu. Et sur le mur, presque effacé par le temps, un mot gravé. Septembre, le mois de la page déchirée. Elle approcha la clé de la grille. L'acier grinça doucement, puis céda, comme si le métal se souvenait. Le jardin derrière était minuscule, envahi d'herbes folles et d'ombres tranquilles. Une odeur de pluie ancienne s'en échappait. Au centre, un banc, couvert de mousse. Sur ce banc, un carnet fermé par un ruban rouge. Elle s'avança chaque pas plus lourd que le précédent. Le carnet semblait neuf, mais quand elle le prit, la couverture portait une trace de doigt, une empreinte effacée. Elle s'assit. L'air autour d'elle vibrait à peine, comme si la scène entière retenait son souffle. Elle ouvrit. À la première page, une écriture familière, ronde, presque la sienne. À celle qui a su partir avant de disparaître. Le cœur se serra. Les pages suivantes étaient pleines de notes, de pensées, de fragments de phrases écrites à des jours différents. Certaines datées, d'autres non. Ne pas croire au hasard.
Le silence aussi a une mémoire. Si tu reviens, souviens-toi de fermer la porte. Chaque ligne était un écho, une voix qu'elle reconnaissait sans pouvoir situer. Était-ce la sienne? Était-ce celle d'une autre? Le temps se brouillait. À la dernière page, un papier plié, glissé entre deux feuillets. Elle le déplia. Dessus, un dessin à l'encre noire, une clé, exactement la sienne. Et sous le dessin, un mot unique, 2. Elle resta pétrifiée. 2, la même clé, en double, une deuxième porte ou un deuxième destin. Elle leva les yeux vers le jardin, soudain conscient que l'endroit n'était pas vide. Un frôlement, ati, peine audible, dans les feuilles derrière elle. Un souffle court, trop humain pour être le vent. Elle se retourna lentement. Personne. Mais sur le mur, accroché par une épingle, un petit papier venait de se détacher et flottait au sol. Elle se pencha. Il portait 3 mots écrits à la main. « Tu n'étais pas seul ». Son corps se figea. Elle sentit une larme rouler sans la vouloir. L'air lui manqua. Ce n'était plus un souvenir, c'était une présence. Quelqu'un d'autre avait marché ce même chemin, ouvert la même porte, lu les mêmes mots. Et peut-être, en ce moment même, la regardait encore. Elle serra le carnet contre elle, se leva d'un bond et quitta le jardin, le cœur battant trop fort pour laisser place à la peur. En regagnant la rue, la clé vibrait dans sa main comme un pouls étranger. 2. Ce mot tournait en elle comme une énigme impossible. 2 clés, 2 histoires, 2 vies peut-être, ou 2 versions d'elle-même, séparées par un choix qu'elle n'avait jamais assumé. Et si le destin renversé dont parlait cette histoire n'était pas le sien, mais celui de l'autre, celle qui, quelque part, n'était pas partie. Cette pensée l'accompagna jusqu'à chez elle, la gorge nouée, les jambes tremblantes. La porte claqua doucement derrière elle, comme si l'appartement lui aussi retenait son souffle. Sur la table, la photo, la boîte et la carte semblaient différents, presque vivants. Elle posa la clé au centre, là où la lumière tombait. Une ombre double s'y forma, dessinant 2 contours identiques. Un frisson, une intuition. Le monde venait peut-être de lui dire que la prochaine vérité ne se trouverait plus dans le passé, mais dans le reflet. Le miroir renvoyait son reflet sans indulgence. 2 visages, un seul corps, le sien et celui d'une autre version d'elle-même que la lumière semblait modeler à travers la vitre. Elle approcha lentement, jusqu'à ce que sa respiration embue le verre. L'ombre en face fit de même, parfaitement synchronisée, sauf un détail. Le regard, celui du reflet, ne tremblait pas. Il observait, il savait. Une seconde de trop s'étira, puis elle recula brusquement, heurtant la table. Les objets vacillèrent, la clé tomba au sol, rebondissant une fois avant de se figer contre le pied du meuble. Un bruit sec, comme un point final. Mais dans le silence qui suivit, quelque chose changea. La photo posée sur la table, celle au bord brûlé, vibrait à peine. L'image, qu'elle connaissait par cœur, n'était plus tout à fait la même. La femme, de dos à la fenêtre, avait tourné la tête. Le cœur de la protagoniste battit plus fort, une pulsation irrégulière, animale. Elle saisit la photo. La texture du papier semblait plus chaude qu'avant. Les contours tremblaient, la lumière y dansait d'une façon nouvelle, presque vivante. Dans le reflet de la vitre derrière elle, elle crut voir un mouvement, un léger déplacement à l'intérieur même de l'image. Comme si quelqu'un, quelque part, l'observait depuis cette fenêtre photographiée. Son instinct, cette boussole enfouie sous les couches de raison, lui soufflait que le moment de comprendre approchait. Mais comprendre, parfois, c'est perdre. Elle attrapa la clé, serra le métal dans sa paume, puis la compara au dessin du carnet trouvé dans le jardin. Identique. Mais une phrase lui revint. 2. Il devait y en avoir une autre. Elle fouilla les tiroirs, renversa des boîtes, sortit des enveloppes vides, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent quelque chose de dur au fond d'un vase. Une deuxième clé, plus petite, plus fine, presque invisible. Celle-ci n'avait pas de ruban, juste une inscription gravée. R. Elle la posa à côté de la première. Les 2, côte à côte, formaient une symétrie troublante, comme 2 battements d'un même cœur. Le miroir derrière semblait attendre. Le verre captait les reflets du dehors, la rue, les phares, les silhouettes anonymes, mais au milieu de ce chaos de lumière, elle distingua une tache d'ombre plus dense, stationnaire, quelqu'un ou quelque chose. Son souffle se fit court. Elle s'approcha du miroir encore une fois sans raison, juste parce qu'il le fallait. Dans la surface, la pièce paraissait identique, sauf un détail. Sur la table, dans le reflet, les clés n'étaient plus 2. Une seule, celle avec le ruban. L'autre avait disparu. La peur ne vint pas. À la place, une étrange lucidité.
Si le reflet mentait, c'est qu'il savait. Et s'il savait, c'est qu'il parlait. Elle s'assit, ferma les yeux, chercha dans sa mémoire ce qui pouvait relier le R gravé à son histoire. Un prénom, un lieu, un mot. Rien. Puis, soudain, une réminiscence, fugitive mais nette. Un parfum de peinture fraîche, un rire étouffé, et une voix d'homme qui disait « Reste ». Ce mot, simple, ancien, se planta dans sa tête comme un clou. R. Elle se leva d'un bond, prit son manteau et sortit dans la nuit. Le vent était sec, presque électrique. La ville avait perdu son calme. Tout semblait en mouvement. Les enseignes clignotaient, les feux passaient trop vite. Les pas résonnèrent trop fort. Chaque détail portait la même urgence. Avancer. Elle suivit un instinct pur, sans direction. Ses pas la menèrent, sans qu'elle sache pourquoi, jusqu'à la rue des Tisserands. Là, à mi-pente, une vitrine éclairée. Derrière la vitre, un vieil atelier de serrurerie. L'enseigne, à demi effacée, portait 3 lettres. RM. Elle entra. L'air sentait la limaille et le métal chauffé. Un homme au visage buriné leva les yeux, sans surprise. « Je vous... » « Attendez, dit-il sans poser de questions. Sur l'établi, des outils soigneusement alignés, un carnet ouvert et une photo. La même que la sienne. Mais dans cette version, la femme à la fenêtre faisait face à l'objectif. Son visage n'était pas tout à fait le sien, mais il en avait la lumière, la fatigue, la même trace au coin de la lèvre. « Qui a pris cette photo ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Le serrurier essuya ses mains, prit la deuxième clé, celle marquée du R, et la posa sur la table. « Vous, il y a longtemps. » Avant d'oublier, elle sentit son ventre se tordre, la gorge sèche. Oublier quoi? Il haussa les épaules, comme si la réponse n'appartenait déjà plus au monde des mots. Tout ce qui précède la fuite et tout ce qui suit le silence. Il désigna la première clé, celle au ruban. Celle-ci ouvre la porte qu'on ferme pour ne plus souffrir. Puis la seconde. Celle-là ouvre celle qu'on avait fermée avant même d'avoir mal. Il la fixa. Le destin n'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on choisit de rouvrir. Elle trembla, non pas de peur, mais de reconnaissance. L'homme recula, lui laissant le champ libre. Au fond de l'atelier, une porte métallique, ancienne, couverte de rayures, 2 serrures superposées. Elle s'approcha. Le bruit de son souffle emplissait l'espace, presque en écho avec celui du serrurier, immobile. La première clé entra sans résistance. La seconde hésita, puis tourna, lentement, avec un clic discret, comme une phrase qui se ferme. La porte s'ouvrit d'1 millimètre. Une lumière chaude s'en échappa. Elle posa la main sur la poignée. Derrière, un murmure. Pas humain, mais pas non plus étranger. Quelque chose d'entre les deux. Elle resta un long moment ainsi, la main suspendue entre avant et après, puis poussa la porte. La lumière l'engloutit. Elle cligna des yeux, le temps d'ajuster sa vue. Devant elle, un atelier identique, mais vide. Pas d'homme, pas de bruit. Juste un miroir immense, occupant tout un mur. Dans le reflet pourtant, l'homme y était. Et derrière lui, une autre version d'elle-même, plus jeune, souriante. Cette image la cloua sur place. « Vous vous souvenez maintenant ?» demanda la voix, étouffée par la distance du verre. Elle s'approcha jusqu'à ce que son front touche la surface froide. Les 2 versions d'elle-même se faisaient face, celle qui avait fui et celle qui était restée. 2 destins qui se regardaient sans accusation. Elle tendit la main. Le verre vibra. De l'autre côté, la sienne fit le même geste. Les doigts se frôlèrent, puis se confondirent. La lumière changea encore, se fit plus douce, presque vivante, et quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus certaine de savoir de quel côté du miroir elle se trouvait. Le monde derrière le miroir ne ressemblait pas à un rêve, ni à un souvenir. C'était autre chose, un espace suspendu, où le temps semblait respirer différemment. Les couleurs avaient perdu leur éclat, remplacées par une clarté mate, comme si tout avait été lavé par une pluie ancienne. La femme avança, pieds nus sur un sol tiède, traversant la frontière entre l'inexplicable et l'évident. Chaque pas la rapprochait d'un parfum qu'elle connaissait trop bien, celui du papier, du jasmin et d'un peu de cendre. Un parfum du passé. Devant elle, un couloir se déployait, tapissé de cadres, pas des peintures, des instants, des morceaux de sa vie accrochés dans le silence. Elle se reconnut à différents âges, enfant tenant un cerf-volant, adolescente, au regard dur, jeune femme assise à une table, le même carnet entre les mains. Les visages figés semblaient la regarder passer, non avec reproche, mais avec attente, comme si chacun d'eux retenait un fragment d'une vérité qu'elle avait laissé tomber en chemin. Elle s'arrêta devant une image particulière,
Elle y apparaissait assise sur le rebord d'une fenêtre, celle de la photo. Sauf qu'ici, la scène était complète. Derrière elle, un homme se tenait debout, flou, le visage effacé par la lumière. Son ombre la frôlait sans la toucher. Au bas du cadre, une inscription minuscule, « L'heure du choix ». Un froid doux lui traversa la poitrine. Ce mot, « choix », vibra comme un écho dans la salle. Elle tendit la main vers l'image. Le verre du cadre était chaud, presque vivant. Sous sa paume, le décor changea lentement. Le salon de son ancien appartement apparut autour d'elle, reconstruit à l'identique, chaque détail à sa place. La tasse ébréchée, la lampe bancale, le carnet sur la table. Mais l'air avait quelque chose d'étrange, une densité subtile qui rendait chaque son plus net, chaque silence plus profond. Et sur le canapé, une silhouette, elle-même plus jeune, en train d'écrire. Elle s'approcha, fascinée. La version d'elle dans le miroir leva enfin les yeux. « Tu es revenu », dit-elle simplement, sans surprise. Aucune des deux ne parla pendant quelques secondes. L'échange se faisait sans mots, à travers le regard, comme si le langage avait perdu son utilité ici. La plus jeune reprit « Tu as continué sans moi ». Sa voix était douce mais lourde d'un reproche sans colère. « J'ai fait ce que j'ai pu », répondit-elle. « Non, tu as survécu. Ce n'est pas pareil. » La phrase resta suspendue dans l'air, coupante et juste. Elle sentit une larme monter, brûlante, et laissa faire. « Pourquoi je vois tout ça maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que tu as cessé de fuir. » La pièce vibra légèrement, comme si l'espace lui-même approuvait cette phrase. Les objets autour d'elle frémissaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. La version plus jeune se leva, marcha jusqu'à la table et prit dans ses mains une enveloppe. Elle la tendit à l'autre, sans un mot. Sur le papier jauni, un seul mot, « fin ». Mais en dessous, gravé au crayon, une ligne presque effacée, ou recommencement. Elle sentit un vertige la prendre. Le plafond se mit à tourner doucement. Les murs se dissolvaient en lumière. Le sol disparut sous ses pieds, remplacé par une clarté sans horizon. Dans ce blanc infini, la voix de l'autre résonna une dernière fois. Il ne s'agit pas de se souvenir, il s'agit de choisir quelle version de toi tu veux laisser vivre. Le silence revint, dense, vibrant. Puis, tout s'effondra. Une chute sans poids, sans peur. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dehors, sur le même pont où tout avait commencé. Le vent soufflait, les voitures passaient, le monde semblait intact. Mais elle savait que quelque chose avait changé. Dans sa main, les deux clés avaient fusionné en une seule, lisse, sans ruban, sans gravure. Elle la serra fort comme on serre la main d'un souvenir qu'on ne veut plus laisser s'enfuir. En relevant la tête, elle aperçut de l'autre côté du pont un vieil homme assis sur un banc. Il tenait un journal mais ne lisait pas. Il la regardait. Elle s'approcha lentement. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il posa le journal à côté de lui et montra le siège libre. Elle s'assit. Le fleuve en dessous brillait sous la lumière du soir. « Alors » demanda-t-il sans la regarder. Elle haussa les épaules. « Je crois que j'ai compris. » Il sourit, les yeux toujours fixés sur l'eau. « Personne ne comprend. On se souvient. C'est tout. » Elle baissa la tête. Dans sa paume, la clé brillait d'un éclat doré. Puis, doucement, elle la laissa tomber dans le fleuve. Le son du métal heurtant l'eau fut minuscule, presque tendre. L'homme la regarda enfin. « Tu vois, ce n'est pas la fin, c'est un passage. » Il se leva, remit son chapeau et s'éloigna dans la lumière. Elle resta seule sur le banc, le vent dans les cheveux, le regard perdu dans le courant. Mais quelque chose au fond de l'eau scintillait encore. Pas la clé. Une forme plus floue, mouvante. Son propre visage, reflété mais différent, apaisé. Comme si l'autre côté du miroir avait trouvé la sortie avant elle. Et dans ce reflet, juste avant que le courant ne l'efface, elle crut voir la jeune femme de la photo, debout sur la rive opposée, souriante, libre.